Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. 6 accords signés dans plusieurs domaines, dont les transports, la justice, les affaires sociales, la diplomatie et la jeunesse. C'est les résultats du tête-à-tête d'hier entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, à la cité de l'Union africaine. Blandine Zovo pour les détails. Comme il l'avait fait ce matin au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le chef de l'État était à l'entrée de ses bureaux de la cité de l'Union africaine pour accueillir personnellement son hôte de marque. Après ce moment empreint de respect et de convivialité, Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont retirés loin des caméras pour un tête-à-tête de près d'1 heure. Seuls, les deux dirigeants ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Après cette entrevue, l'autre temps fort de la visite historique du monarque qatarien, c'est la signature de 6 protocoles d'accord couvrant plusieurs secteurs: transport, justice, affaires sociales, diplomatie et jeunesse. En présence de 2 chefs d'État, les ministres sectoriels des 2 États ont signé des accords. Le premier étant protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Port Management Company de l'État du Qatar et l'Office national des transports, ONATRA SA, représenté par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication et désenclavement de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, et pour la partie qatari, par son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Dr Mohamed bin Abdelaziz bin Saleh Al-Khulafi. Le deuxième est un protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo, représenté par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Kaikwamba Wagner. Le troisième protocole d'entente concerne la coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport entre les 2 pays représentés respectivement par la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Grace Coutinho, qui était en face du ministre qatari des Affaires étrangères. Dans le domaine diplomatique, Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Thani et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont assisté à la signature de l'accord d'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports spéciaux entre le Qatar et la RDC. Sur la liste des accords, il y a également un mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la République démocratique du Congo relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectoriel en République démocratique du Congo au Nord Kivu. Le 6e et le dernier protocole d'entente signé ce jour historique entre la RDC et l'État du Qatar porte sur l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères des 2 pays. Ces accords signés en présence des 2 chefs d'État est le fruit d'excellentes relations bilatérales qu'entretiennent les 2 pays. Cette visite historique, qui est la première d'un émir qatarien en RDC, avait été conclue en marge du 2e sommet mondial pour le développement social organisé à Doha du 4 au 6 novembre dernier, où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était entretenu avec l'émir du Qatar sur de nombreux sujets d'intérêt commun et sur les différents processus de paix en cours. Pari gagné pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour qui la diplomatie fait partie du pilier de bonne gouvernance. Dans le domaine sécuritaire, le Qatar joue un rôle clé de médiation entre la RDC et l'AFC M23 dans le cadre du processus de Doha. Retenez également qu'il y a 1 mois, plusieurs lettres d'intention avaient été signées avec la société d'investissement qatarienne Al Mansour Holding, avec un capital évalué à près de 21 milliards de dollars américains à injecter dans divers secteurs. Après cette rencontre bilatérale, les 2 chefs d'État se sont rendus au Musée national de la République démocratique du Congo, une visite qui illustre parfaitement comment la diplomatie culturelle peut servir de levier au renforcement des liens entre les nations. Suivez.
Au-delà de la rencontre bilatérale à la Cité de l'Union africaine, la visite de l'émir du Qatar a été marquée par la visite du Musée national de la RDC. Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a été particulièrement intéressé par l'histoire politique du pays de Lumumba. Accueilli par la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, le directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo et la directrice du musée national, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte ont d'abord parcouru brièvement l'exposition dénommée Mobutu, une vie, un destin, qui retrace la vie et le parcours de l'ancien président du Zaïre. Le président de la République et l'émir du Qatar ont exploré à ce sujet des photographies, des coupures de presse, des œuvres d'art et d'autres objets laissés en héritage par le maréchal Mobutu Sese Seko. Les deux dirigeants ont ensuite fait le tour de la salle d'exposition temporaire des instruments de musique et de communication traditionnels du musée. Une riche collection d'objets historiques tels que le sifflet, la trompette, la harpe, les xylophones et le tambour à fente, ainsi que le lamellophone provenant des diverses provinces du pays. Au terme de cette courte visite, l'émir du Qatar a signé le livre d'or du Musée national de la RDC. Il est la 4e personnalité à apposer sa signature sur ce document après le président de la République Félix Tshisekedi en 2019, le roi des Belges en 2022 et la première dame de la Serbie en 2024. Et pour rappel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait les déplacements hier de l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir son invité des marques, Cheikh Tamim bin Hamad, émir du Qatar. Les deux chefs d'État entretiennent de bonnes relations bilatérales. Suivez. Ndjili, aéroport international. Ce vendredi 21 novembre 2025 au matin, le pavillon présidentiel revêt une nouvelle robe. À quelques heures de l'arrivée de l'invité de marque, tout est mis en branle. La presse nationale et étrangère donne déjà de la voix. La fanfare de la garde républicaine est prête et le tapis rouge en train d'être déroulé. L'événement, c'est la visite d'État à Kinshasa de l'émir du Qatar. Pour sublimer cette visite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir son visiteur, le souverain qatari. Comité d'accueil rangé, 10h50, l'avion présidentiel qatari se pose sur le tarmac, le chef de l'État s'avance. À sa descente d'avion, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani est accueilli par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Poignée de main, accolade, l'émir de l'État du Qatar reçoit par la suite son bouquet de fleurs avant les honneurs militaires. Exécution des hymnes nationaux, passage de troupes en revue, les deux chefs d'État font par la suite la présentation des délégations respectives. Kinshasa et Doha entretiennent d'excellents liens diplomatiques, politiques et économiques. Et la visite officielle de ce jour devra permettre le renforcement de ces relations bilatérales et l'ouverture à de nouveaux partenariats. Ce sera également l'occasion pour les deux États d'évaluer le processus de paix en cours à Doha pour amener la paix dans l'est de la RDC et dont la médiation est assurée par l'État du Qatar. Il faut rappeler que les deux personnalités s'étaient rencontrées le 4 novembre dernier à Doha au Qatar en marge du sommet mondial pour le développement social. Ouverture hier de la 47e conférence de présidents de Parlement de l'Union parlementaire africaine au Centre culturel de Kinshasa. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalou-Kondé, qui a présidé ces assises, a insisté sur la transition énergétique et la souveraineté des pays africains. Janine Kalinga.
L'ouverture solennelle de la 47e conférence des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine a été présidée par le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, en présence du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Sangara, du vice-président de l'Union parlementaire africaine, des secrétaires généraux de l'UPA, de la présidente du comité des femmes de l'Union parlementaire africaine et des députés et sénateurs des parlements de l'Union parlementaire africaine. Cette session des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine tourne autour de la transition énergétique, de la bonne gouvernance numérique au service des droits de la femme, de la consolidation de la souveraineté des pays africains et de la paix. Dans son mot d'ouverture, Jean-Michel Sama Lukonde a transmis les salutations et les messages de paix du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ensemble des délégations venues participer à cette conférence ainsi qu'à leurs pays respectifs. Il a appelé les parlementaires africains à mettre en œuvre de voies et moyens pour faire face aux défis du moment sur le plan continental. Évoquant particulièrement la RDC, le président du Sénat, Sama Lukonde, a épinglé la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il a lancé un appel à la solidarité des parlements africains par rapport à la situation dans l'est de la RDC afin de soutenir les différents processus en cours. À la solidarité des parlements d'Afrique ici réunis en vue de soutenir les différents processus de paix, notamment celui de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et celui de Doha entre le gouvernement et l'AFCM 23. La résolution 2773 des Nations Unies sur la paix en République démocratique du Congo et bien sûr le plaidoyer. Avant le mot d'ouverture de ces assises, le secrétaire général de l'UPA a fait remarquer que les dialogues, la coopération, la solidarité entre parlements sont essentiels pour élever les différents défis auxquels les pays africains font face. Pour sa part, le vice-président de l'Union parlementaire africaine a souligné le rôle important que l'Afrique doit jouer dans la transition énergétique qui constitue l'un des thèmes au centre des échanges de ces travaux. Les députés nationaux ont examiné hier deux propositions de loi, l'une portant la réforme du barreau et l'autre visant l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes. La plénière a donné lieu à des échanges nourris marqués par de nombreuses préoccupations sur la faisabilité, la sécurité nationale et la justice sociale. Le détail avec Annie Mbalaka. La séance est ouverte. Nous avons deux propositions de loi qui vont faire l'objet du débat général. L'Assemblée nationale a tenu ce vendredi une plénière particulièrement dense consacrée à l'examen de deux propositions de loi majeures. Il s'agit de la réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire, l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. La séance a été présidée par l'honorable Aimé Sangara, présentée par les députés Boris Mboukou et Gary Sakata. La première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession avocat en RDC. L'honorable Mboukou a dénoncé la précarité croissante qui touche une grande partie du corps des avocats, plaidant pour une meilleure prise en charge par l'État. Le texte propose notamment une rémunération mensuelle pour les avocats, une protection sociale pour les retraités, les avocats en situation de handicap et les ayants droit des avocats décédés. Un renforcement du contrôle comptable au sein des structures du barreau, une valorisation du rôle des bâtonniers et une refonte de l'assistance judiciaire dont l'efficacité est jugée insuffisante faute de financement adéquat. La seconde proposition de loi initiée par l'honorable Missare Claude recommande l'instauration d'un service militaire obligatoire par province. Selon son auteur, la RDC ne peut plus, malgré un fort potentiel démographique jeune, recourir régulièrement à des forces étrangères pour assurer la défense du territoire. Le service obligatoire est présenté à la fois comme un instrument de renforcement de la défense nationale et un outil de cohésion sociale face aux tensions alimentées par les tribalismes, les régionalismes et les discours de haine. Cependant, plusieurs réserves ont été émises. Le débat a également abordé
appréhender la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les auteurs des propositions de loi ont salué la qualité des contributions, rappelant que toute œuvre législative est perfectible. Au terme des échanges, les deux propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. Les étudiants des universités et instituts supérieurs de Kinshasa ont été sensibilisés sur le fonctionnement de l'action publique en République démocratique du Congo. Une conférence animée par les procureurs généraux près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba. Suivez. C'est autour du thème « Comment se déroule l'action publique en RDC ?» que le procureur de la République près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba a échangé avec les étudiants. Une conférence pédagogique qui a permis aux participants de comprendre les différentes étapes de la mise en mouvement de l'action publique depuis la constatation d'une infraction jusqu'à la poursuite judiciaire. Quand est-ce que l'action publique commence? On vous dira l'action publique commence dès la commission de l'infraction. Ce n'est pas le cas au regard des dispositions légales. L'article 77 du Code COSEJ, l'article 53 du Code de procédure pénale et l'article 1er du Code de procédure pénale français. Et cet argument-là de dire que l'action publique commence à partir de la commission de l'infraction est basé sur quel fondement ou sur quelle base juridique? Le procureur de la République a expliqué les responsabilités du ministère public, le rôle des officiers de police judiciaire ainsi que le droit connu aux justiciables au cours de la procédure. Les étudiants, très attentifs, ont salué cette initiative qui éclaire davantage sur le fonctionnement de la justice pénale en République démocratique du Congo. Plusieurs questions ont été posées pour mieux cerner les enjeux et limiter les actions publiques. Nous avons éveillé la conscience de tous les participants. L'action publique ne commence que devant les juges répressifs. Lorsque le parquet est saisi, il ne s'agit pas de l'action publique, mais plutôt d'un droit de poursuite qui naît parce que ces droits de poursuite peuvent aboutir ou ne pas aboutir. Moi, j'ai abordé effectivement sur le déroulement de l'action publique au Canada. J'ai essayé de parler du début de l'action publique qui commence par la dénonciation sous serment du procureur de la couronne auprès du juge de paix. Une activité qui s'inscrit dans la volonté de rapprocher la justice de la population à travers la vulgarisation des notions fondamentales du droit. À la COP30 au Brésil, la République démocratique du Congo a mis en lumière ses initiatives majeures de lutte contre le réchauffement climatique. La réduction des émissions liées à la déforestation et la gestion durable des ressources forestières figurent parmi les stratégies, nous dit Chimène Dondo. À la conférence de partis sur le climat COP30 tenue à Belém au Brésil, la République démocratique du Congo a mis en avant ses initiatives de lutte contre le réchauffement climatique. Pays signateur de l'accord cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la RDC déploie des efforts notables pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, principalement liées à la déforestation et à la dégradation de forêts. Le projet Maindombe Red Plus en constitue une illustration exemplaire. Là, on vient de faire une présentation pour montrer le projet Maindombe Red Plus. Nous avons présenté nos résultats pour que ces résultats-là puissent parler d'eux-mêmes. Nous avons fait une réduction de déforestation nette allant jusqu'à 4200 hectares par an sur l'ensemble de la concession, dans des zones de savane qui ont été reboisées, vous les avez vues. Et pour les 4 années qui ont suivi, il y avait des précipitations abondantes et qui ont aidé à ce que la végétation ligneuse puisse prendre place. Nous sommes en pleine négociation ici avec le gouvernement. Vous avez vu mon collègue de Senred qui est allé justement négocier avec des acheteurs potentiels de crédit. Ça voudrait dire qu'au lieu que nous puissions peut-être demain commencer à chercher des acheteurs, nous allons directement vendre avec le gouvernement. À travers la société de restauration des écosystèmes ERA Congo, les communautés locales et le peuple autochtone des Maindombe bénéficient déjà de retombées économiques issues de leurs actions de conservation forestière.
Environnement toujours, Malumbela nous parle de la clôture de la 2e édition de l'atelier juridique sur la foresterie communautaire en République démocratique du Congo, organisé par le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales. Les acteurs de la société civile s'attellent à des réformes législatives et réglementaires plus larges de la gouvernance des terres et des forêts, d'où la tenue à Kinshasa de cette 2e édition de l'atelier juridique sur la foresterie communautaire de la République démocratique du Congo. Bien qu'il y a une dynamique croissante dans ces secteurs, pour les participants qui ont scruté le cadre légal qui régit la gestion communautaire des forêts, il est impérieux d'intégrer dans ces codes juridiques d'autres processus tels que les zonages, la réforme foncière, les dispositifs RED et autres. Toutes ces réflexions vont pouvoir aboutir à la révision de certaines mesures d'application, pouvoir garantir dans la plus forte mesure les droits des communautés locales et peuples autochtones, mais également et surtout créer cette synergie-là avec les différentes réformes sectorielles. Des processus qui doivent être intégrés dans ces cadres juridiques pour sécuriser les communautés locales et leur permettre de bénéficier du revenu issu de la foresterie communautaire. Sur le terrain, les communautés qui sont engagées dans la foresterie communautaire, c'est des cas de figure multiples. Il faut arriver à combiner foresterie communautaire, aménagement du territoire, voilà. Les recommandations sorties de ces travaux organisés par le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales seront soumises aux décideurs afin de permettre aux communautés locales et peuples autochtones de jouir pleinement de leurs droits. Les barreaux de l'Ituri disposent désormais d'un bâtiment administratif dédié à la prise en charge gratuite de victimes les plus démunis. Une initiative portée par les avocats et leurs partenaires, animée par un esprit de solidarité. Suivez. Pour la première fois dans l'histoire du barreau de l'Ituri, un bâtiment dédié aux avocats avec un bureau de consultation gratuite vient d'être inauguré, fruit d'un dire labeur avec le concours des cotisations des avocats et des partenaires extérieurs comme le gouvernorat de l'Ituri, la MONUSCO, la FEC, la communauté IRA et des partenaires de bonne volonté comme les opérateurs économiques Robert Uchaya et Saïdi Chichombo. Le travaux de finition estimés à 47 000 $ américains ont été réalisés par l'ONG PADI. Selon Maître Keta Ourinho, bâtonnier de l'Ituri, ce projet représente une avancée majeure dans l'accès à la justice pour les populations les plus vulnérables. C'est constitutionnel, c'est-à-dire toute personne, même le pire des criminels, il a droit à une défense. Et donc le bureau de consultation gratuite a pour objectif de venir en aide à cette catégorie de personnes qu'on appelle les personnes vulnérables. S'exprimant au nom du gouverneur de province, le directeur de cabinet Uringi Padolo Ernest a exhorté le bénéficiaire à faire bon usage de cette infrastructure. Signalons que depuis son accession à la tête du barreau de l'Ituri, Maître Keta Ourinho multiplie les initiatives innovantes visant à revaloriser cette profession noble et à renforcer la proximité entre les avocats et le justiciable. Les populations du groupement des Bakombe et celles de Nizi en territoire de Djougou appellées à la vigilance contre tous les ennemis de la République, appel lancé par l'administrateur du territoire. Suivez. Poursuivant sa campagne de sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique entre toutes les communautés du territoire de Djougou, le chef de secteur de Walindou Djati, Kiza Goudza, s'est rendu mardi dernier aux côtés de l'administrateur du territoire de Djougou à la rencontre des populations Lendou du groupement Bakombe, localité de Dzina et de communauté Hema de Nizi, dans le groupement Taratibou en chefferie de Mambissa. Au nom du secteur de Walindou Djati, nous vous remercions de votre accueil qui nous a permis d'arriver ici sans incident. La paix est un processus. Nous pensons que nous y arriverons jusqu'au bout. De son côté, l'administrateur policier de Djougou, le commissaire supérieur principal, Rifin Mapela, a appelé chacun à cultiver la paix et à faire preuve de vigilance face aux ennemis de la République. Alors, la situation est arrivée, nous ne pouvons pas reculer, nous devons chercher les mécanismes pour la paix entre les deux. Tout ce qui s'est passé
Nous déplorons ça et nous vous demandons de voir à l'avant pour que la paix et la cohabitation soient effectives. Dans sa configuration actuelle, résulte de la fusion de deux anciens programmes du gouvernement, l'UDPN, d'EDER et de la STAREC, et que ce nouveau programme a un caractère purement communautaire en vue de répondre aux besoins réels de ses bénéficiaires qui sont globalement des membres de communautés locales. Dans son intervention, le ministre provincial de l'Intérieur a salué l'initiative de la coordination provinciale du PNDRCS Sud Kivu d'organiser cette rencontre. Il a également exhorté les responsables du groupe Ouazalendo à s'approprier des programmes d'EDRCS dont l'objectif est de faciliter la réinsertion des ex-combattants dans la vie civile à travers des formations qualifiantes en vue de relancer l'économie locale et de contribuer au relèvement des communautés. Plus qu'une préoccupation, l'agence belge de développement Annabelle, qui intervient en République démocratique du Congo, a rencontré les gouverneurs de la province. Ensemble, ils ont échangé sur l'appui de la Belgique Loire vers en République démocratique du Congo. Suivez. Le gouverneur du Nord Kivu a reçu ce 21 novembre 2025 une délégation mixte de l'Agence belge de coopération internationale ENABEL et l'ambassade de la Belgique en ville de Béni. Objectif, mieux définir l'appui de la Belgique au couloir vert Kivu-Kinshasa, un méga projet lancé en janvier dernier visant à protéger l'environnement et à promouvoir le développement durable, notamment par la protection de 100 000 km² de forêts primaires, la protection de l'économie verte entre l'Est et l'Ouest de la RDC et par conséquent la création des emplois durables et des activités économiques locales. Vous le savez peut-être, le ministre belge des Affaires étrangères, M. Prévost, était en capitale congolaise le 4 avril dernier et avait officiellement déclaré le soutien du roi Philippe de Belgique à ce projet du président Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Sachez que ENABEL vient d'ouvrir ses bureaux en ville de Béni, siège provisoire des institutions provinciales, un événement qui marque la présence soutenue de la Belgique au Nord Kivu et son engagement en faveur du développement durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pour rappel, la délégation mixte accueillie ce jour par le général-major Somukakule Evariste, gouverneur de la province du Nord Kivu, province sous état de siège, vient de la province de la Chopo et se rend incessamment en capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Pati Tondouangou réalisé par Chimène Dondo et Papi Nguinamaou. Rebecca Kikoumale et Chiko Bipendou ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.